Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Honda CBR 600F de 1997. C'est parti! Donc j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un de mes abonnés qui a fait le déplacement pour me prêter cette moto, clairement un Young Timer. Je vous l'ai dit, c'est un modèle de 97. Maintenant, c'est une moto, je dirais, qui coûte plus grand chose. Elle n'a pas encore de code de collection parce qu'elle est trop récente. Et c'est juste une moto d'occasion qui actuellement mérite votre attention, parce que vous allez voir que c'est plutôt une bonne machine. Elle a des caractéristiques tout à fait modernes. On retrouve donc sur cette moto une CBR, donc c'est-à-dire un modèle sportif de la marque Honda, mais c'est une CBR F. Donc une machine pas vraiment destinée exclusivement au circuit comme un CBR RR. Là c'est un CBR, donc une sportive, mais qui reste cool à l'usage au quotidien sur la route. Comme la plupart des sportives, c'est une moto qui est intégralement carénée. On a un design typique des années 90, tout en rondeur. Vous avez un unique phare à l'avant. Je ne vais pas vous faire l'historique de toutes les CBR parce que ce serait beaucoup trop long. Sachez juste que cette moto est sous la référence PC31. Lorsqu'on monte sur cette machine, on est tout de suite dans une position un peu sportive, forcément, c'est basculer vers l'avant, mais c'est pas extrême comme on pourrait avoir sur des motos plus modernes. Là, on a le guidon qui est au-dessus du thé de fourche. Ça me fait penser un peu à ce qu'il y avait sur la Yamaha Thundercat qui était vendue à peu près à la même époque. Cette moto, donc, elle est motorisée par un 4 cylindres en ligne de 600 cm3. C'est un moteur à refroidissement liquide, 4 soupapes par cylindre, qui développe 105 chevaux. Donc on voit bien que déjà à l'époque, il y a plus de 20 ans, eh bien, les moteurs avaient des performances vraiment intéressantes et tout à fait comparables à ce qu'on peut trouver à l'heure actuelle. Parce que si je regarde ce que Honda vend actuellement, il y a la CBR 650, eh bien, elle ne fait que 95 chevaux. Mais je pense que la nouvelle a été volontairement restreinte à 95 pour être bridable avec le permis A2. Donc je vous l'ai dit, celle-ci, elle en fait 105 officiellement, ce qui fait que bien sûr, elle n'est pas bridable pour le permis A2, c'est uniquement réservé au permis A. La moto que l'on a prêtée aujourd'hui est pratiquement full origine à quelques rares exceptions. On retrouve cette bulle qui a la forme identique à celle d'origine, mais vous la voyez, elle est fumée noire, presque opaque. Les clignotants ont été remplacés par des modèles plus petits, et en plus là, manque de bol, on a les clignotants du côté gauche qui ont grillé juste avant que je commence le test. Donc si vous voyez que ça flash un peu vite, eh bien c'est à cause de ça. Autre modification, après c'est plus des options de l'époque, on a un lèche-roue et un protège kitchen. Alors forcément, avec ce moteur 4 cylindres de 600 cm3, c'est un moteur qui demande à être quand même assez haut dans les tours pour donner son maximum. Mais pour l'instant, vous l'avez vu, je suis resté en dessous des 8000 tours. Et déjà, on a une moto qui est exploitable. On n'a pas l'impression qu'il y ait un manque spécialement de performance ou de couple. C'est tout à fait gérable et utilisable sans problème. La machine fait un joli bruit. Le pot d'échappement qui est actuellement dessus, c'est un pot adaptable. Je ne connais pas la marque, il n'y a absolument aucune référence dessus et le propriétaire également l'ignore. C'est une moto qu'il a achetée dans cette configuration actuelle et il ne sait pas d'où vient ce pot d'échappement. C'est un pot en carbone. Si quelqu'un a la référence d'ailleurs, qu'il n'hésite pas à la donner dans les commentaires. Nous allons maintenant faire un petit 0 à 100. Donc je rappelle un peu les caractéristiques de la machine. 600 cm3, 105 chevaux et elle est donnée pour un tout petit peu plus de 200 kg avec le plein, c'est-à-dire avec 17 litres de carburant. Il n'y a bien sûr aucune aide électronique, aucune aide au freinage, il n'y a rien du tout, hein. Donc on va tester ça tout de suite. Et c'est parti. Petit
problème en fait, c'est, vous le voyez très certainement, le compteur est gradué jusqu'à 290, mais c'est écrit très petit. Donc j'ai eu du mal à voir exactement à quelle vitesse je roulais. Alors pour le demi-tour, hein, vous voyez qu'il faut largement plus que la largeur de la route. C'est un sport, hein, ça n'étonne personne que ça braque mal. On va retenter le 0 à 100, ce coup-ci je vais essayer de garder un peu plus le regard sur la vitesse, savoir à combien j'arrive. Allez, donc on est reparti. Donc on arrive à 100 km/h en fond de première, à presque 14 000 tours. Putain, ça arrache, hein. Ça monte vraiment très haut dans les tours. On va le retenter une dernière fois parce que j'ai l'impression que je l'ai un peu foiré quand même. Donc j'essaie une fois de plus de tourner à fond. Je fais très gaffe parce qu'il y a quand même pas mal de gravier. Allez, je prends toute la route. Il n'y a personne de toute façon. Allez, petit... Là je vous voyais, donc je suis à l'arrêt, j'arrive à avoir les deux pieds qui touchent par terre, mais je suis avec à peu près la moitié de mon pied qui touche. Le plus simple pour moi est d'avoir le pied gauche complètement à plat, l'autre sur le frein. C'est beaucoup plus pratique. Je fais uniquement 1,70 m. Le propriétaire fait quelques centimètres de plus que moi et lui il a les deux pieds complètement à plat. Donc c'est une machine qui est quand même assez facile pour les petits. Allez, on est reparti pour cette accélération 0 à 100. Ouais, c'est ça. On arrive à 100 pile au rupteur en fond de première. Allez, je retente le demi-tour. Je fais la même procédure que d'habitude. Je m'arrête sur le bord, je braque à fond. Vous voyez que ça braque plutôt pas mal pour un sport. On est avec une fourche classique, hein, c'est pas inversé. Et en utilisant vraiment toute la largeur de la route, ça passe. Donc vous voyez qu'au final l'angle de braquage est plutôt pas mal. C'est en fait ce qui est gênant, c'est quand vous voulez le faire vraiment en roulant, on a une position qui est très bizarre et on se retrouve avec les poignets complètement bloqués, vous voyez, contre le réservoir, ce qui facilite pas la chose. Mais bon, c'est un détail. Allez, on est reparti. Et on freine, frein arrière, frein avant. Alors le frein arrière, il ralentit un tout petit peu la moto. Franchement, il n'a pas l'air très efficace, mais en même temps, il reste dosable. On n'a pas peur de bloquer la roue arrière. Le frein avant, par contre, lui, il est vraiment balèze. C'est un double disque à l'avant, double disque, double piston, je crois. C'est pas un frein de dingue en fait au niveau technologique, hein, mais la sensation est bonne, ça freine vraiment bien. Alors comment ça se passe dans ce rond-point? Ah, c'est le problème des 600 cm3 comme ça. Ça nous pousse à monter dans les tours, à faire gueuler le moteur. Mais là, ça reste civilisé, hein. Les performances sont sympas, c'est vraiment bien, mais on n'est pas avec un truc complètement aberrant comme j'ai pu avoir avec des 4 cylindres de très grosse cylindrée hyper performants modernes. Là, on a une puissance qui est vraiment en fait utilisable sur route sans se faire peur, c'est gérable. Alors parlons un petit peu du tableau de bord, j'en ai parlé tout à l'heure très brièvement. Je vous ai dit donc que le problème c'est que toutes les infos sont écrites assez petites, donc il faut prendre le temps de décortiquer ce qui a bien pu être noté. On a le contour à fond blanc et lui il est assez facilement lisible. Par contre la vitesse à fond noir c'est un peu plus compliqué. De toute façon, j'ai l'impression qu'avec ce genre de machine, la vitesse, on s'en fout un peu. On est tout le temps en train de faire le con.
Et vous avez un troisième cadran à aiguille, la température du liquide de refroidissement. Et c'est tout. C'est vraiment à l'ancienne, c'est simple, ça fonctionne bien. Donc c'est juste ce qu'il faut. Moi je sais que je regrette vraiment qu'il n'y ait plus de machines récentes avec des compteurs uniquement à aiguille comme ça. Et au niveau des voyants, c'est une fois de plus extrêmement simple. On a bien sûr les clignotants, la position neutre, la pression d'huile, l'allumage du feu de route. Et petite particularité, vous avez un voyant qui vous indique si vous avez votre béquille latérale déployée ou pas. Cette moto est d'ailleurs aussi équipée d'une béquille centrale. Et ça, c'est quelque chose qui est quasiment impensable sur une machine moderne. À l'époque, c'était vraiment une sportive, hein, mais faite pour le quotidien. C'est cool aussi bien à l'entretien qu'à l'utilisation. Alors là, je suis sur une route pavée. Les suspensions se comportent bien, il n'y a pas de problème. À bas régime, c'est un 4 cylindres, donc forcément, normalement, il n'y a pas de problème, c'est hyper souple. Je vais tenter un petit test de souplesse. Donc là, je suis en 6e à 2000 tours à 40 km/h. La moto bronche pas. Je suis légèrement en montée. Si j'essaie d'accélérer à fond, vous voyez, ça reprend sans aucune difficulté. Donc ça, c'est caractéristique typique hein, des 4 cylindres en ligne. Ça a une souplesse à bas régime qui est vraiment incomparable. En ville, le pot actuellement, ce pot en carbone ne fait pas trop de bruit, c'est juste ce qu'il faut, les autres nous entendent, mais on n'est pas effrayant. Et même lorsqu'on essaie d'accélérer un peu fort, ça monte forcément en volume sonore, mais c'est pas agressif pour les autres. Et vous voyez hein, que la machine, hein, malgré son gabarit, parce qu'elle est quand même assez large avec le moteur 4 cylindres, eh bien elle est maniable, il n'y a pas de problème. Et le guidon, vu qu'il est un peu large et au-dessus du tête de fourche, on a une maniabilité qui est assez surprenante pour une moto sportive. Le carénage dévie l'air, ça fait que je suis pas trop gêné. Par contre, quand je roule à faible vitesse comme actuellement, j'ai quand même un peu de chaleur du moteur qui revient vers les jambes. Je dis bien un petit peu de chaleur, hein. On est très très loin de la gêne ou de la brûlure. C'est juste qu'on sent que l'air est plus chaude au niveau des jambes que le reste. Nous voilà maintenant sur un Dodane, on le prend à 30 km/h. Ça pose aucun problème. On sent juste quand même l'avant qui s'enfonce un peu à la sortie du Dodane. Et la suspension arrière qui a l'air un petit peu ferme. Ouais, on sent bien que c'est pas une moto faite pour rouler vite sur les bosses. Hein. Allez, on va se faire un plaisir un petit peu. On a une position qui nous bloque bien les jambes le long du réservoir. Celui-ci n'est pas trop large, donc on arrive à bien se placer. On peut se déplacer un peu sur la machine pour insister sur les repose-pieds afin d'incliner un peu la moto. Il n'y a pas de difficulté. Elle est assez facile cette machine. Là je ne me permets pas de rouler extrêmement vite parce qu'on est le week-end et c'est très souvent utilisé par les cyclistes. Et même en restant à mi-régime, le moteur est agréable. On n'est pas obligé de forcément rouler à 10-15 000 tours pour avoir des performances. Au niveau des commandes, je vous l'ai dit, le frein, lui, il est efficace. Il est réglable en écartement via une petite molette. Le même système que j'avais sur ma VF1000 F2. Et l'embrayage, par contre, lui, n'est pas réglable. Et il est assez dur, mais c'est pas non plus aussi aberrant que sur les anciennes Ducati. Les deux rétros sont pris sur le carénage avant, comme sur beaucoup de sportifs de cette époque-là. Ils sont vachement écartés, avec une espèce en plus de petite membrane pour affirmer le design, pour cacher la barre de fixation.
C'est plutôt agréable avec le reste du design, et en plus ils sont parfaitement bien placés, ce qui fait que contrairement à beaucoup de sportives, eh bien je vois très bien ce qui se passe derrière. Dans un rond-point, ça se penche assez facilement. À l'arrière, c'est uniquement un pneu de 160, ce qui est assez rare sur une sportive. Cette moto est équipée d'un système d'admission d'air forcé. Ça se faisait beaucoup à partir des années 90. On peut voir qu'il y a une entrée d'air en dessous du carénage avant, qui normalement donne quelques chevaux de plus quand on arrive à haute vitesse. On a l'impression que le moteur il a un espèce de palier à 10 000 tours où il reprend un peu de performance. Et c'est moins flagrant, mais il y en a aussi un à 5000 tours. Mais c'est très rare qu'on roule à moins de 5000 tours avec ce moteur. Allez, petit passage autoroutier. Actuellement, je suis stabilisé à 110 en 6e, à 5500 tours. La moto ne vibre pas. La bulle dévie un petit peu l'air, mais ça dévie sur mon casque. Si je voulais vraiment avoir une position aérodynamique, il faudrait que je me penche beaucoup plus comme ça. Mais ça reste plutôt efficace alors qu'il est assez court ce déflecteur. Je vais vous montrer maintenant la capacité de reprise. Donc je suis en 6e à 110, j'accélère à fond. 120, 130, 140. Donc vous voyez que même à mi-régime, ce moteur, il marche très bien. Il n'y a pas besoin de plus en fait. Ouais, ce moteur de 600 cm3 est vraiment agréable, hein. C'est ça qui est le mieux en fait. Ça me fait beaucoup penser au moteur du 600 Hornet de la même époque, qui lui aussi pouvait être explosif dans les tours et utilisable, tranquille et agréable quand même, avec suffisamment de performance à bas et mi-régime. Bon, c'est une moto à l'ancienne, donc forcément au niveau des accessoires, il n'y a pas grand chose. Là, il n'y a pas de feu de détresse. On a quand même un petit bouton pour l'appel de phare. Et sinon, sur le reste des commandes, c'est strictement identique à n'importe quelle autre moto. Il n'y a vraiment rien de spécial à en dire. Les seuls trucs bizarres par rapport à une machine récente, c'est l'allumage des feux qui se trouvent sur la droite. La boîte de vitesse est hyper tranquille, les rapports s'enchaînent les uns après les autres sans aucune difficulté, il n'y a aucune secousse. Vous pouvez rouler quand même à 4-5 000 tours, hein. Là j'ai passé toutes mes vitesses à 4000 tours. La moto revient aux vitesses légales tout à fait normalement. Et en roulant cool comme ça, on arrive à une consommation qui est assez faible. Le propriétaire me disait qu'on peut espérer une conso entre 5 et 6 litres, même en se faisant plaisir de temps en temps, hein. Donc pour une machine qui a 20 ans à carburateur, c'est vraiment pas mal. Tout à l'heure, je vous parlais d'une sensation de chaleur. C'est vraiment uniquement quand on roule à faible vitesse. Dès qu'on commence à dépasser le 70, on n'a plus du tout cette remontée de chaleur du moteur, hein. Allez, on va se refaire un petit freinage. Frein arrière, ça stabilise un peu. Frein avant. Ouais, franchement, rien à dire sur le frein avant. Et on réaccélère. Quand on veut se faire plaisir avec une grosse axelle, on monte jusqu'à presque 14 000 tours. C'est jouissif. Mais c'est clairement juste pour se marrer, parce que sur la route, à aucun moment, vous avez besoin de monter à plus de 10 000 tours, hein. Bon, je vous l'aurais compris, hein, vu que j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, hein, mais cette machine, c'est vraiment le meilleur de deux mondes, en fait, hein. C'est un hybride parfait. Vous avez une fusion entre une machine de sport et une machine faite pour la route, pour un usage vraiment routier. Et c'est nickel. J'ai l'impression tout simplement de tomber sur une version carénée du Hornet en fait. Je me suis pas renseigné au niveau technique, hein, mais il y a peut-être certaines pièces qui sont communes aux deux machines. Bon, il est temps maintenant de conclure pour ce CBR 600F de 97, appelé PC31. Cette machine, hein, franchement, je la trouve vraiment sympa. Surtout qu'actuellement, maintenant, en occasion, elle ne coûte presque plus rien. Vous pouvez en trouver entre 1500 et 3000 euros. Au niveau de la fiabilité, il n'y a pas de gros problème avec cette machine. Le propriétaire me disait juste qu'il faut penser au régulateur de tension, parce que c'est une panne récurrente sur cette machine.
Celui-ci est placé dans la boucle arrière et visiblement ça ne le refroidit pas assez. Et donc il me disait que c'est un problème récurrent sur cette machine, que le régulateur de tension vienne à lâcher. J'ai oublié de vous parler de certains petits aspects pareil pratiques de cette moto qui prouvent une fois de plus que c'est pas vraiment une machine de course mais une machine intermédiaire hybride. Vous avez des crochets placés à l'arrière afin de mettre des tendeurs si nécessaire. La place arrière est super grande et vous avez même une poignée afin que le passager puisse se tenir. Vous avez également un emplacement sous la selle. Par contre, il est tellement galère à utiliser que le propriétaire me disait qu'il faut en fait lâcher l'affaire. Parce que le démontage de la selle est vraiment une procédure chiante. Bon les amis, je pense avoir fait le tour sur cette CBR 600F. Si vous avez des questions, mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous possédez cette moto ou un de ses dérivés, n'hésitez pas à nous donner votre ressenti, à nous dire ce que vous pensez de la machine, les raisons pour lesquelles vous l'avez acheté ou peut-être pour lesquelles vous l'avez revendu. C'est toujours intéressant d'avoir les avis des propriétaires. Je tiens encore à remercier le propriétaire de cette moto qui a fait le déplacement pour me la prêter, c'est super sympa de sa part. Et je reprécise que tous les tests qui sont réalisés sur ma chaîne en moto et voiture, c'est toujours en collaboration avec mes abonnés. Donc si vous voulez que la chaîne avance, n'hésitez pas à me proposer le test de vos machines et lorsque c'est nécessaire, je n'hésite plus à me déplacer grâce aux donateurs sur Utip et Tipeee qui me permettent de financer les déplacements. Merci encore à eux. J'espère que vous aurez apprécié ce test. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Allez, bye à tous!